Le 25 mai 2023, un alpiniste allemand de 54 ans est seul au sommet de la troisième montagne la plus haute de la planète. Il chausse une paire de skis qui porte 3 décennies de rêves et d'impossible. Là, au bord du monde, il se prépare à tenter quelque chose que très peu d'êtres humains ont eu le courage de faire, skier à partir de la zone de la mort. Mais il y a un détail. Les rares qui avaient tenté avant lui disposaient d'oxygène supplémentaire. Ils avaient des Sherpas, ils avaient des plans alternatifs. Louis Stitzinger, non. Il est complètement seul, sans air supplémentaire, sans soutien, sans plan B. Et il n'imagine pas que, dans les 12 prochaines heures, son nom sera inscrit dans l'histoire de l'alpinisme comme un rappel de plus, glacé, du pouvoir brutal des montagnes. Voici l'histoire imaginable de Louis Stitzinger. Dans l'alpinisme en haute altitude, il existe 2 types d'alpinistes. Ceux qui défient tout, et ceux qui considèrent chaque pas comme si leur vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Louis appartenait à cette deuxième catégorie. Né en 1968, dans les Alpes bavaroises, il a grandi dans une famille qui respirait littéralement la neige et la roche. Son père, un guide de montagne réputé, entendait souvent des plaisanteries disant que Louis était né avec des skis aux pieds. À 3 ans, le petit glissait déjà sur la neige. À 5 ans, il escaladait des rochers. Et lorsqu'il est arrivé à l'université, il possédait déjà la certification officielle de guide de montagne et de ski, tout cela tout en étudiant les sciences du sport. C'est à l'université de Munich que Louis a rencontré Alix, une autre alpiniste, une autre passionnée de montagne. Elle étudiait la géographie et tous deux se sont connectés comme s'ils se connaissaient depuis d'autres vies. Amour, montagne et destin, tout ensemble. Après leurs études, ils ont commencé à grimper de plus en plus haut. Ils s'entraînaient quotidiennement dans les Alpes bavaroises. Course en montagne en été, ski de vitesse en hiver. Un rythme que peu de duos au monde seraient capables de suivre. Au cours des 25 ans suivants, ils se sont mariés et sont devenus l'un des partenariats les plus solides de l'alpinisme moderne. Ensemble, ils ont gravi 6 des montagnes les plus hautes de la Terre. Ils avaient quelque chose de rare même parmi les alpinistes expérimentés, une confiance absolue. Alix savait que Louis était discipliné. Quand le temps tournait, quand l'instinct avertissait, quand la montagne semblait dire « pas aujourd'hui », il écoutait. Il redescendait. Il survivait. Pendant 3 décennies, Louis a construit une réputation impressionnante. Il a gravi 10 des 14 sommets au-dessus de 7925 mètres. 9 d'entre eux sans oxygène supplémentaire. Mais quelque chose le distinguait vraiment de tous les autres, le ski de haute altitude. Oui, le ski. Cet homme descendait, à ski, certaines des montagnes les plus dangereuses de la planète, et le faisait paraître simple. En 2006, il a réalisé la première descente intégrale à ski du Gasherbrum 2. En 2008, il a descendu la face centrale du Nanga Parbat en une seule poussée de 24 heures, du camp de base au sommet et retour. En 2011, il a skié presque 1000 mètres sur le K2, la plus longue descente jamais enregistrée sur le K2 à l'époque. Mais il y avait une montagne qui ne quittait jamais son esprit, un rêve qui lui échappait année après année, le Kangchenjunga. Le Kangchenjunga se situe à la frontière entre le Népal et l'Inde. Son nom signifie « les 5 trésors de la Grande Neige ». Et pour les communautés locales, ce n'est pas seulement une montagne, elle est sacrée. Lorsque les premiers alpinistes sont arrivés au sommet, en 1955, ils se sont arrêtés quelques pas avant le point le plus haut. Un geste de respect envers les esprits qui, selon eux, habitent là. Et aujourd'hui encore, cette tradition perdure. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos du Kangchenjunga. Il peut être sacré, mais il est aussi mortel. La montagne possède l'un des taux de mortalité les plus élevés de tous les sommets de la planète. Pour 100 personnes qui tentent de parvenir au sommet, entre 20 et 22 ne reviennent pas. Et contrairement à d'autres montagnes où la technologie a réduit les risques, le taux de mortalité du Kangchenjunga est en hausse. Ces dernières années, y grimper est devenu encore plus fatal. Mais qu'est-ce qui rend cette montagne aussi mortelle? La réponse commence par sa géographie même. Avec 8586 mètres d'altitude, le Kangchenjunga est la 3e montagne la plus haute du monde. Pour imaginer cela, pensez à ceci. Les avions commerciaux volent entre 10 et 12 000 mètres d'altitude. Le sommet du Kangchenjunga se situe à environ 80% de la hauteur d'un vol commercial.
là où l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer. Votre corps est tout simplement incapable d'absorber suffisamment d'oxygène pour survivre longtemps. C'est pour cela qu'on appelle cet endroit la zone de la mort. Mais contrairement à des montagnes comme l'Everest, qui alternent sections marchables et passages techniques, le Kanchenjunga n'offre aucun répit. Il est difficile du premier au dernier pas. Et il garde le pire pour la fin. Les 180 derniers mètres exigent une escalade sur rocher extrêmement technique. Maintenant, imaginez cela dans la zone de la mort. Imaginez tenter des mouvements d'escalade avancés alors que votre cerveau est en train de s'éteindre par manque d'oxygène. C'est comme essayer de résoudre un puzzle pendant que vous mourrez lentement. Et malgré tout, l'altitude n'est pas le principal problème. La montagne crée son propre climat. Elle se trouve dans une région où les moussons arrivent tôt, ce qui réduit la fenêtre d'ascension sûre à quelques semaines, généralement en mai. Des tempêtes peuvent surgir de nulle part, recouvrant tout d'une épaisse couche de neige et transformant toute tentative de navigation en pure supposition. Des glaciers suspendus surplombent des sections entières de la route. Les rochers commencent à tomber lorsque le soleil de l'après-midi fait fondre la surface gelée. Et la montagne est tellement isolée qu'il faut 15 jours de marche brutale rien que pour atteindre le camp de base. Sans route, sans abri, sans rien. Si quelque chose tourne mal là-haut, le secours n'est pas compliqué, il est impossible. Lorsque Luis a décidé de gravir le Kanchenjunga en mai 2023, il savait exactement où il mettait les pieds. Mais ce n'était pas simplement une montagne de plus, c'était la montagne. Son grand rêve, le projet d'une vie entière. Luis voulait devenir la première personne à descendre le Kanchenjunga à ski. Depuis le sommet, directement, sans interruption. Il avait déjà skié sur 7 des montagnes les plus hautes de la planète, mais celle-ci serait son chef-d'œuvre. Alors, au printemps 2023, il est arrivé au camp de base avec ses skis attachés au sac à dos et un plan qu'il élaborait depuis décennies. Cette fois, pas d'expédition commerciale. Il a seulement engagé le service du camp de base auprès d'une entreprise appelée Seven Summit Treks. Au-dessus de ce point, chacun pour soi, sans guide personnel, sans oxygène supplémentaire. Seulement Louise, ses skis et un rêve impossible. Mais il n'était pas totalement seul. Au camp de base, il a rencontré une alpiniste péruvienne nommée Flor Cuenca. Flor tenterait elle aussi le sommet sans oxygène. Elle aussi de manière indépendante. Et, par coïncidence, elle parlait aussi allemand puisqu'elle vivait et travaillait en Allemagne. Les deux se sont entendus immédiatement. Ils ont décidé de grimper ensemble, partageant tente, réchaud et combustible. Cela réduirait le poids. Et, sans s'en rendre compte, ils étaient en train de créer un partenariat qui deviendrait essentiel pour le dénouement de cette histoire. Le 18 mai, Louis et Flore ont effectué leur première tentative vers le sommet. Des jours d'escalade, des jours d'acclimatation, des jours à respirer un air qui n'existait presque pas. Quand ils ont finalement atteint les camps d'altitude et commencé l'attaque finale, tout semblait aligné. Semblait. Puis, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. L'équipe chargée de fixer les cordes, les Sherpas responsables de la sécurité dans les sections les plus dangereuses, a commis une erreur fatale. L'équipe chargée de fixer les cordes, les Sherpas responsables de la sécurité dans les sections les plus dangereuses, a commis une erreur fatale. Ils ont emprunté un mauvais chemin dans la partie supérieure de la montagne. Ils ont conduit le groupe jusqu'à un ravin escarpé, une impasse, alors qu'il restait si peu avant le sommet. Après une tentative frustrante comme celle-ci, la plupart des alpinistes redescendraient la montagne et rentreraient chez eux. Personne ne tente le Kanchenjunga 2 fois dans la même saison. La montagne détruit votre corps, écrase votre esprit. Votre organisme a besoin de semaines pour se remettre de la zone de la mort. Mais Luis n'est pas rentré chez lui. Il est redescendu jusqu'au camp de base. Et, dans la descente, il a fait quelque chose qui a mis tout le monde en alerte. Depuis le camp 4, Luis a chaussé ses skis et a skié une bonne partie du trajet. Lorsqu'il a appelé Alix, sa femme, en Allemagne ce soir-là, l'enthousiasme débordait dans sa voix. « Les conditions de neige sont parfaites, dit-il. La descente à ski est complètement possible. » Mais le corps de Luis, lui, il payait encore le prix de la zone de la mort. Il s'est reposé seulement 3 jours au camp de base. 3, avec les muscles toujours épuisés, avec son sang essayant désespérément de récupérer les globules rouges perdus,
avec son cerveau encore en train de se réajuster après avoir respiré un air qui n'existe pas. Mais les prévisions annonçaient une nouvelle fenêtre météo. Et Louis savait que, dans l'Himalaya, ces fenêtres n'attendent personne. Les moussons arrivaient. S'il n'y allait pas maintenant, il devrait attendre une année entière. Et, à 54 ans, combien de chances lui restait-il? Alors, le 22 mai, Louis recommença tout depuis le début. Louis et Flore Cuenca décidèrent de tenter encore une fois. Une chance de plus. Un nouveau coup porté à l'impossible. Le 24 mai, ils étaient de retour au camp 4. Louis envoya un message à Alix en utilisant son appareil satellite. Tout va bien. Début de l'ascension vers le sommet à 6 heures du soir. Maintenant, si vous comprenez quoi que ce soit à l'alpinisme en haute altitude, cet horaire devrait vous serrer le cœur. 6 heures du soir. La plupart des alpinistes commencent l'attaque au sommet vers minuit ou 1 heure du matin. L'objectif est d'arriver en haut avec la lumière de l'aube et redescendre avec toute la journée devant soi. Commencer à 18 heures signifiait atteindre le sommet vers 3 heures du matin le lendemain et redescendre dans une obscurité totale. Mais Louise avait probablement ses raisons. Et avant de quitter le camp 4, il fit un accord très clair avec Flore. « Attends-moi au camp 4 après ton arrivée au sommet. Garde la radio allumée. Je te contacterai à la descente. » Un filet de sécurité. La dernière ligne de défense contre l'inconnu. Flore accepta. Dans la nuit du 24 au 25 mai, ils quittèrent le camp 4. La route montait vers le sommet. Et les conditions étaient brutales. Une neige si profonde qu'elle avalait les chaussures. Des pentes inclinées où une erreur signifiait une chute sans retour. Et un air si raréfié que chaque respiration semblait passer par le chat d'une aiguille. Même ainsi, ils avancèrent, pas après pas, le corps hurlant, l'esprit insistant. Et c'est alors que Flore remarqua un détail qui aurait dû faire sonner toutes les alarmes. Louis était plus lent, beaucoup plus lent que d'habitude. La montagne lui faisait payer un prix élevé, peut-être trop élevé. Vers midi, le 25 mai, Flore atteignit le sommet, sans oxygène supplémentaire, le 3e point le plus haut de la Terre. Un exploit gigantesque. Elle prit quelques photos, respira le peu d'air disponible, savoura l'instant. Pendant ce temps, plus bas, Louis continuait de monter, luttant pour chaque centimètre, chaque respiration un effort conscient. Flore attendit autant qu'elle le put, mais l'après-midi avançait, le temps empirait. Et elle prit une décision douloureuse, commencer la descente. Et c'est là, exactement là, que survint la scène qui la hantrait pour toujours. À environ 8200 mètres, elle vit une silhouette montant lentement. C'était Louis. Ils étaient sur la même arête étroite, l'un montant, l'autre descendant, 2 alpinistes se croisant dans l'un des passages les plus dangereux de la montagne. Flore s'arrêta. Louis s'arrêta. Là, à cette altitude, où même parler fait mal, ils devaient confirmer ce qu'ils avaient convenu. Le ciel s'assombrissait. Le vent changeait. Toute personne rationnelle aurait renoncé. Mais Louis la regarda droit dans les yeux et dit « Attends-moi au camp 4. Garde la radio allumée. Je peux le faire. » Flore acquiesça et continua sa descente. Elle n'avait aucune raison de douter. Louis était l'un des alpinistes de haute altitude les plus expérimentés du monde. Si quelqu'un pouvait affronter une ascension tardive et une descente dans le noir total, c'était lui. Alors Flore descendit. Louis monta. Et ceci fut la dernière fois que quelqu'un vit Louis Stitzinger vivant. Mais je vais trop vite. Vers 5 heures de l'après-midi, Louis atteignit enfin le sommet, le dernier alpiniste à y parvenir ce jour-là. Il avait réussi, après la première tentative avortée, après seulement 3 jours de repos, après 3 décennies à rêver de ce moment. Il était au sommet du Kanchenjunga, son 10e sommet au-dessus de 7925 mètres. Un exploit gigantesque. Tous les autres alpinistes qui avaient atteint le sommet ce jour-là étaient déjà bien plus bas. Ils avaient déjà passé le camp 4. Ils étaient déjà en route vers la sécurité du camp 3. Mais Louis savait que Flore l'attendait au camp 4. Il savait que, quelque part en bas, il n'était pas totalement seul. Il entama la descente. Et maintenant, c'était le moment qu'il attendait depuis 30 ans.
À un certain point de la route, ses skis l'attendaient, cachés dans la neige. Il les avait laissés là parce que la section finale du sommet n'était que glace vive et rochers exposés. Totalement impossible à skier. Le plan était simple, descendre jusqu'au dépôt, chausser les skis et entrer dans l'histoire comme le premier être humain à skier depuis le Kangchenjunga, du sommet jusqu'à où ce serait possible. Pendant ce temps, au camp 4, Flore attendait. Elle était dans la tente, radio allumée, seule à 7600 mètres d'altitude. Toutes les autres tentes étaient vides, tout le monde était déjà descendu, mais elle avait fait une promesse. Au coucher du soleil, la radio crépita. Une voix surgit entre interférences et grésillements. C'était Louis. Il descendait. Il dit qu'il avait atteint le ravin escarpé qui le ramènerait au camp. La descente sera plus facile à partir d'ici, dit-il. La voix calme, maîtrisée. Tu verras bientôt ma lampe frontale. Flore ouvrit la fermeture de la tente et observa l'obscurité qui avançait. Cette partie de la montagne offre normalement une bonne visibilité. Il devrait être possible d'apercevoir une lumière lointaine. Mais elle ne vit rien. Rien d'autre que le noir absolu. Même ainsi, elle continua d'attendre. Et alors, tout changea. Trop vite. Un brouillard dense enveloppa la montagne comme un fantôme. La neige commença à tomber. Le vent se renforça, coupant l'air avec un son rappelant un tissu qui se déchire. Flore gardait les yeux fixés dans l'obscurité, cherchant le moindre éclat, le moindre mouvement, la moindre lumière. Elle était épuisée. Chaque muscle la faisait souffrir. Mais elle avait promis. Alors, elle fit quelque chose de simple. Elle attacha sa propre lampe frontale à l'extérieur de la tente. Un repère, un phare improvisé. Si Louis pouvait voir la lumière, il saurait qu'il était proche. La température chuta brutalement. On pouvait sentir le froid même à travers le sac de couchage. Mais Flore laissa l'entrée de la tente entr'ouverte, et elle continua de regarder. Et de patienter. Vers 21h, la radio grésilla à nouveau. C'était Louis. « Je suis à environ 8300 mètres, dit-il. La voix, encore calme. Incroyablement normale. J'arriverai au camp 4 dans un peu plus de 2 heures. Puis il dit quelque chose qui glaça Flore de l'intérieur. « Je vais skier à partir d'ici. » Flore regarda dehors. La visibilité était nulle. Aucun signe de lumière. Le brouillard formait un mur blanc. La neige tombait en gros flocons. Le vent était assez fort pour faire perdre l'équilibre à n'importe qui. Et Louis voulait skier. Mais Louis était le spécialiste, l'un des rares au monde capables de faire cela. 7 montagnes au-dessus de 7000 mètres skiés. S'il y en avait un capable, c'était lui. Flore répondit, puis retourna dans son sac de couchage. Elle avait l'intention de rester éveillée, l'intention de rester vigilante. Mais la fatigue en altitude est un ennemi invisible, un ennemi puissant. À un moment, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit. Lorsqu'elle se réveilla, c'était le matin, le 26 mai. Le soleil illuminait le camp 4. Elle regarda immédiatement autour d'elle. Louis n'était pas là. Elle prit la radio. « Louis, tu m'entends ?» Silence. Seulement des parasites. Elle essaya encore, et encore, et encore. Rien. Après plusieurs tentatives, Flore fut ce que tout alpiniste responsable ferait. Elle contacta le camp de base et annonça la disparition de Louis Stitzinger. On dit à Flore qu'un hélicoptère arriverait de Katmandou avec une équipe de secours. L'aide était en route. Elle devait simplement attendre. Alors elle attendit au camp 4, observant le ciel, écoutant la radio, essayant de croire que ce bruit lointain pourrait être l'hélicoptère. Mais il n'apparut jamais. Une tempête avançait dans les vallées en contrebas. Le temps était simplement trop mauvais pour voler. Flore attendit toute la journée. Et puis, un autre problème survint. Le combustible était terminé. Elle ne pouvait plus faire fondre la neige pour obtenir de l'eau. Chaque minute qui passait, elle devenait plus faible, plus déshydratée, plus vulnérable au froid qui transperçait jusqu'aux os. Le matin du 27 mai, elle se rendit compte de quelque chose de terrible. Si elle restait là plus longtemps, il y aurait 2 corps à récupérer, pas un. Elle devait descendre. Et alors, elle fit quelque chose que presque personne n'aurait eu la force de faire à cette altitude. Elle ne ramassa pas seulement ses propres affaires. Elle prit aussi celles de Louis, sa tente, son sac de couchage, ses provisions supplémentaires. Elle mit tout dans son sac à dos. Tout.
Elle porta ce poids impossible jusqu'au camp 3, puis jusqu'au camp 2, jusqu'à finalement atteindre le camp de base. Par précaution, au cas où Louis serait vivant quelque part sur la montagne et aurait besoin de son équipement. Lorsqu'elle arriva au camp de base, 3 jours après la disparition de Louis, Flore était dévastée. Physiquement épuisée, émotionnellement détruite. Plus tard, elle écrivit sur Instagram « Personne n'a levé le petit doigt pour aider Louis ». L'amertume dans ses mots dit tout. Elle s'était sentie complètement abandonnée là-haut. L'hélicoptère ne put atteindre le Kangchenjunga que le 29 mai, 4 jours entiers après le dernier contact de Louis. 5 Sherpas, dont Pemba, montèrent équipés d'oxygène supplémentaire pour aller plus vite. Ils connaissaient la dernière position signalée, 8290 mètres. C'est là qu'ils commenceraient les recherches. Mais lorsqu'ils atteignirent cette altitude, ils ne trouvèrent rien. Aucun signe de Louis, aucune trace de pas, aucun ski. Ils élargirent la zone de recherche, montèrent plus haut, exploraient chaque couloir, chaque pente, chaque section de neige intacte. Et puis, Pemba aperçut quelque chose. À environ 8400 mètres, 100 mètres au-dessus de la position que Louis avait indiquée par radio. C'était son corps, allongé face contre la neige, immobile, silencieux. Louis portait encore les crampons, le sac à dos toujours attaché, la lampe frontale encore fixée au casque. Le corps positionné comme s'il avait fait un pas et s'était simplement effondré là. Le plus étrange, il n'y avait aucun signe de chute, aucune blessure visible, aucune marque d'avalanche, rien. On aurait dit qu'il s'était arrêté pour se reposer et ne s'était jamais relevé. Mais il y avait un détail incompréhensible. Cet endroit se trouvait 100 mètres au-dessus du point où il avait dit se trouver. Autrement dit, il était monté, pas descendu. Et il y avait quelque chose encore plus étrange. Les skis n'étaient pas là. Il les avait laissés plus bas. Ce qui signifie que, dans ces dernières heures, Louis n'allait pas vers le dépôt. Il ne descendait pas. Il s'éloignait, voire même, il montait. L'équipe prépara soigneusement le corps pour le transport. Ils le descendirent jusqu'à une altitude plus basse, où l'hélicoptère pouvait se poser. Le 1er juin, le corps de Louis fut transporté en hélicoptère jusqu'à Katmandou. Une autopsie fut réalisée. Et les résultats répondirent à certaines questions, mais en ouvrirent d'autres encore plus inquiétantes. Louis était mort d'un œdème cérébral et d'un œdème pulmonaire d'altitude. En termes simples, son cerveau avait enflé. Ses poumons s'étaient remplis de liquide. Les deux conditions sont provoquées par les altitudes extrêmes. Et les deux provoquent quelque chose de terrifiant. Elles détruisent votre capacité à penser clairement, tout en vous faisant croire que tout va bien. C'est comme être ivre au point de s'évanouir, tout en croyant être parfaitement lucide. Vous prenez des décisions terribles qui vous semblent totalement logiques. Vous pensez descendre alors que vous montez. Vous pensez être proche du camp alors que vous en êtes à des kilomètres. Votre cerveau est littéralement noyé dans le liquide. Mais vous vous sentez bien. C'est peut-être pour cela que Louis est monté au lieu de descendre. Peut-être pour cela qu'il n'a jamais atteint les skis. Peut-être pour cela qu'il disait qu'il arriverait au camp en 2 heures, alors qu'en réalité, il s'éloignait de plus en plus. Je pense souvent à ces dernières heures. Louis, seul, dans l'obscurité, à 8382 mètres d'altitude, la tempête rugissante autour de lui, le cerveau pris par l'œdème, le jugement se dégradant à chaque pas. Et le plus cruel, c'est qu'il se sentait probablement bien. Il croyait probablement prendre les bonnes décisions, qu'il allait dans la bonne direction, presque de retour au camp, presque en sécurité. Il est difficile de concilier cette image avec l'homme que Louis avait été pendant 30 ans, le prudent, le méthodique, le professionnel qui ne prenait presque jamais plus de risques que nécessaire, le guide qui n'a jamais perdu un client, l'alpiniste qui a toujours su qu'en faire demi-tour. Mais c'est précisément cela qui rend cette histoire si marquante. La tragédie de Louis est un rappel simple et brutal que la montagne s'en moque. Elle ne reconnaît pas les médailles. Elle ne lit pas les CV. Elle ne fait aucune distinction entre débutants et légendes. Dans la zone de la mort, tout le monde est vulnérable, sans exception. Le courage de Louis m'inspire. Il a passé 3 décennies à repousser les limites du possible en altitude extrême.
Il a descendu à ski des montagnes où la plupart des gens ont du mal à simplement marcher. Il a ouvert des routes, créé des précédents, transformé le ski de haute altitude. Et il a fait tout cela avec une humilité rare, dans un environnement où l'ego parle souvent plus fort que la raison. Mais, au bout du compte, nous sommes tous humains. Et parfois, malgré la préparation, l'expérience et la discipline, la montagne gagne. Et vous? Que pensez-vous qu'il s'est passé dans ces dernières heures? Qu'est-ce qui a poussé Luis à s'écarter de la route? Pourquoi est-il monté alors qu'il croyait descendre? Laissez votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici.